Direct continue avec le Focus et ce soir, ce cri d'alarme du Forum arabe pour l'environnement et le développement. Le monde arabe risque d'être confronté à de graves pénuries d'eau d'ici 5 ans. 2015, c'est à partir de cette date que les besoins dépasseront les ressources disponibles. En cause, la forte croissance démographique sur les rives de la mer Rouge, mais aussi les changements climatiques. Et au cœur de toutes les convoitises, le Nil. Comme vous le voyez sur cette carte, le fleuve prend sa source au lac Victoria, la frontière entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, et se jette dans la Méditerranée, au nord de l'Égypte. Pas moins de 10 pays se disputent les ressources du fleuve, et parmi eux l'Éthiopie, où l'accès à l'eau est un problème chronique, comme on le voit tout de suite dans ce reportage d'Anna Little. Au pied du mont Guiche, de petits ruisseaux donnent naissance au Nil bleu. Selon les habitants, ces eaux ont de puissants pouvoirs curatifs. Mais beaucoup d'Éthiopiens estiment que c'est le seul bénéfice qu'ils retirent des sources du Nil. Nous utilisons les eaux de la source du Nil pour soigner les malades. C'est comme un hôpital sacré ici. Si on les soigne régulièrement avec cette eau bénite, ils redeviennent normaux et en bonne santé. Dans cette région souvent victime de sécheresse, l'ONU estime qu'environ 850 000 personnes sont dépendantes de l'aide alimentaire parce que leurs champs ne produisent pas assez. C'est pourquoi le gouvernement éthiopien a décidé d'exploiter le Nil pour des programmes d'irrigation et de production électrique. Pour des centaines de milliers d'Éthiopiens, la situation commence à changer. Certains peuvent désormais vendre les surplus de récoltes sur les marchés. Avant, nous n'étions pas au courant des bénéfices de l'irrigation. Mais maintenant qu'on s'en sert, notre vie est bien meilleure. Nous faisons pousser plein de plantes et nous n'avons plus faim. Là où des systèmes d'irrigation ont été construits, les fermiers peuvent faire jusqu'à 3 récoltes par an, contre une seule auparavant. Notre vie a changé. Maintenant, nous avons plus d'argent. Ça nous permet d'envoyer les enfants à l'école. Mais l'utilisation des sources du Nil pose un véritable défi diplomatique. Aujourd'hui, l'Éthiopie utilise moins de 0,5% des eaux du fleuve. Depuis 1929, un traité conclu avec la Grande-Bretagne, puissance coloniale de l'époque, donne à l'Égypte un droit de veto sur tous les projets en amont du Nil. Un autre accord entre le Soudan et l'Égypte en 1959 permet au Caire de revendiquer 87% des eaux du Nil. Pour l'Éthiopie, cette situation doit changer. Je pense qu'il est de notre droit et qu'il est raisonnable de passer à un système d'irrigation, à une gestion de l'eau qui nous permettra d'atteindre la sécurité alimentaire et le développement économique. Les négociations continuent, mais l'Égypte n'entend pas perdre une seule goutte du Nil. Alors que l'Égypte dépend entièrement des eaux du Nil, nos frères en amont du bassin du Nil ont, eux, d'autres sources d'eau. Selon certains spécialistes du droit international, la meilleure solution serait que les pays du bassin du Nil mettent en place des accords de coopération, par exemple pour partager les bénéfices de la production électrique. Mais cela pourrait prendre encore des années. Va-t-on assister à une guerre de l'eau au sein du monde arabe? Où les pays parviendront-ils à se mettre d'accord pour partager cette ressource? On en parle tout de suite avec Hassan Tilili de Monte-Carlo Doualiya. Vous êtes avec nous depuis Beyrouth. Hassan, on le voit dans ce reportage, l'Égypte détient la clé de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'eau. Quelles sont les chances pour l'Éthiopie et les autres pays de se mettre d'accord avec l'Égypte sur la possibilité de réaliser des travaux d'infrastructure? Je crois qu'il y a un consensus autour de cette question, même s'il n'est pas exprimé. C'est que, en fait, ce ne sont pas les guerres qui se feront autour de l'eau dans cette région, mais c'est plutôt la paix qui devra se construire. Elle est difficile à construire, mais on le voit très bien et on ne le répète jamais assez. Tous ces États sont conscients que il faut négocier et parler pour essayer de résoudre le problème parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait, à supposer que ces pays aillent jusqu'à enclencher des guerres, aucun État n'a intérêt à enclencher une guerre, aucun État n'a les moyens de pouvoir gérer une guerre. Du coup, c'est la paix qui doit être en fait gérée. Elle est difficile à gérer pour le moment, mais les experts qui souffrent ce dossier sont conscients que pratiquement on parviendra à un accord. Hassan, vous nous dites des États condamnés à négocier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des investissements à faire, notamment en matière de recyclage des eaux usées? Certes, c'est ça un argument que tous les États doivent mettre en exergue, c'est-à-dire montrer aux autres, montrer
les Égyptiens montraient aux Éthiopiens et aux autres, et vice-versa, que l'eau est un bien commun et qu'il faut gérer, rationaliser et chercher des solutions d'appoint. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a les possibilités technologiques, les possibilités scientifiques. Aujourd'hui, effectivement, on peut utiliser les eaux usées. Le problème des eaux usées dans le monde arabe, c'est que pour pouvoir utiliser des eaux usées à des fins agricoles, par exemple, il faut les traiter au moins 6-7 fois. Parce qu'il y a des normes internationales, parce qu'il y a des problèmes techniques, parce qu'il y a des problèmes surtout pour la santé humaine, pour le sol. Or, dans le monde arabe, en Égypte et dans certains pays africains, parfois, c'est 2-3 fois et pas plus, et c'est dangereux. Mais la science avance et effectivement, il y a des investissements à faire dans ces techniques et dans ces moyens qui permettent à tous ces peuples de pouvoir avoir plus d'eau, mais surtout de gaspiller moins d'eau. Voilà. On le voit, c'est un défi à la fois technologique et financier, donc, mais on parle aussi de gaspillage dû au faible prix de l'eau, notamment à cause des subventions. Disons, pas seulement à cause des subventions, mais les subventions sont là pour, effectivement, encourager le gaspillage, parce que sociologiquement, parfois, le gaspillage est expliqué. On invoque le gaspillage pour montrer aux autres qu'on est bien, qu'on vit bien, qu'on a un rang social à tenir, c'est-à-dire à travers les déchets, montrer aux autres ces déchets, même si si vraiment on n'a pas besoin de jeter ce qu'il faut jeter, mais c'est un acte qui montre aux autres qu'on va bien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la pénurie et le stress hydrique, qui devient un mal, vraiment une espèce de gangrène pour tous ces pays-là, il faut rationaliser. En fait, l'ingénieur hydraulique de demain, c'est celui qui vous dit il faut consommer moins d'eau. L'ingénieur d'aujourd'hui et celui d'hier, c'est lui dit bon, vous allez avoir de l'eau. Demain, cet ingénieur-là vous dira non, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Demain, l'agriculteur devra ne pas gaspiller de l'eau, mais tout cela se fait avec la formation et c'est un problème aussi de beaucoup d'investissements. Il faut former les ressources humaines, il faut former l'agriculteur, l'étudiant, l'ingénieur, toute la société, les comportements. Il y a une formation à faire au niveau des comportements de chacun. Et ça, je crois qu'il y a une conscience qui est en train aujourd'hui d'émerger par rapport à cette problématique. Merci beaucoup Hassan Tlili. Je rappelle à ceux qui nous suivaient que vous étiez avec nous depuis Beyrouth. Vous êtes correspondant pour Monte Carlo Doualiya et donc vous nous avez parlé donc de cette réunion qui a lieu actuellement sur la question effectivement de la pénurie de l'eau. Merci beaucoup pour vos explications. Voilà, c'était donc le Focus. Et on passe à présent à la suite de cette soirée. Restez avec nous parce qu'évidemment Paris Direct continue, 21h25 à Paris et donc Aude Le Christ qui marche